Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12 heures partout au Sénégal. C'est l'heure du grand journal. Bienvenue dans cette principale édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, le lancement officiel des négociations tripartites en vue du pacte social. Objectif du gouvernement, corriger les insuffisances du pacte de 2014. Côté syndical, les travailleurs précisent que la signature du pacte ne signifiera pas la fin des revendications. Exit la Korité, cap sur la Tabaski. Les éleveurs du Sénégal s'inquiètent de la prochaine ouverture des frontières pour approvisionner le marché en moutons. Réunis ce week-end à Sandiara, ils ont interpellé les autorités. Ce lundi 7 avril, journée mondiale de la santé, sur le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Nous verrons comment la santé de la reproduction et la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile ont évolué ces dernières années au Sénégal. Silence des instances internationales devant le génocide du peuple palestinien. Le Rassemblement islamique du Sénégal, Al-Wahda, dénonce et annonce un rassemblement de soutien aux Palestiniens le 13 avril prochain à Dakar. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la politique sanitaire du Sénégal à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Mise en onde, Abdoulaye Diop. Les négociations pour le pacte de stabilité sociale ont officiellement été lancées ce lundi. La rencontre a réuni le gouvernement, les organisations syndicales et le patronat. Selon le ministre du Travail, le pacte de 2014 comporte des insuffisances qu'il faut améliorer. Abbas Fall. Le président de la République avait donné instruction au gouvernement de prendre langue avec les organisations syndicales pour discuter, échanger avec elles et en plus des organisations syndicales aussi du patronat pour discuter et aboutir à un pacte national de stabilité sociale sans lequel aucun développement économique n'est possible. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, gouvernement, patronat et organisations syndicales réunies pour réfléchir ensemble et élaborer ce pacte de stabilité sociale. Après l'élaboration du pacte, il s'agira pour chaque partie de continuer à échanger. Parce qu'on a dit tout à l'heure que le pacte de 2014 avait des insuffisances. Ces insuffisances étaient liées particulièrement à une absence de suivi et de contrôle de ce pacte, ce qui n'a pas été fait. Les organes aussi qui avaient été mis en place avec le pacte de 2014 ne fonctionnaient pas. Donc autant de questions qui font que nous sommes obligés de redéfinir un nouveau pacte, mais de respecter surtout les engagements qui seront pris vis-à-vis du patronat et vis-à-vis des syndicats. Le ministre de la fonction publique l'a dit tout à l'heure, ce pacte n'est pas seulement pour l'État. Ce pacte aussi va exister pour les travailleurs aussi. La signature du pacte de stabilité sociale ne signifie pas l'arrêt des revendications. Selon Modi Guiro, le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, il y a plusieurs problèmes à régler, dont le cas des licenciements abusifs. On l'écoute au micro de Nafissatou Silla. Le rassemblement qui a été convoqué, il a été fait sur la base d'un constat de vague de licenciements que l'on considérait à l'époque comme des licenciements non justifiés et quelquefois abusifs. Donc c'est pourquoi je pense dans notre discours, il est tout à fait normal, pour être honnête et sincère, parce que nous ne sommes pas là pour tricher. Nous devons dire des vérités, pour arriver à un pacte accepté par toutes les parties et de s'engager ensemble pour arriver à un pacte de stabilité. Je pense que la signature de pacte, on l'a dit, ne signifie pas l'arrêt des revendications. Mais en même temps, je pense que nous sommes très clairs, le ministre l'a dit également, les discussions vont se poursuivre malgré la signature d'un pacte, mais les revendications vont continuer d'exister. Et je pense qu'en tant que partenaires sociaux également, nous sommes conscients d'une chose, c'est que tout ne peut pas être fait en un seul jour. Les préoccupations peuvent être résolues en termes de délai immédiat, sur le très court terme, le court terme et le moyen terme. Les évaluations seront faites et voilà, nous sommes tous des responsables. Il faudra mettre tous les problèmes dans le panier, d'en discuter, d'essayer de trouver des solutions et de sortir avec des consensus forts. C'est tout à fait normal que nous puissions mettre l'accent sur certaines questions. Revenons à présent sur cet appel du ministre Abdourahmane Diouf à la rationalisation des dépenses sociales dans les universités publiques.
Le collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers une lettre ouverte, corrige le ministre de l'Enseignement supérieur. Les représentants des étudiants de l'UCAD font savoir à Abdourahmane Diouf qu'ils ne maîtrisent rien des conditions d'octroi des bourses. Selon eux, les réformes attendues sont l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Serine Gakou Aïdara, membre du collectif, est avec Koumba Sandiane Faye. Contrairement à ce que la communication de la tutelle laisse croire, tous les étudiants ne sont pas boursiers. Et ceux qui le sont répondent à des critères d'attribution pédagogique ou sociaux fixés par décret en 2014 ou par l'arrêté de 2015. Les bourses d'excellence sont ainsi attribuées aux étudiants ayant obtenu la mention très bien et bien au baccalauréat et au lauréat du concours général. Les bourses entières sont attribuées aux étudiants ayant obtenu la mention assez bien au baccalauréat ou admis par concours dans les écoles et instituts. La demi-bourse est octroyée aux étudiants ayant obtenu une moyenne minimum de 10,90 au baccalauréat. Les bourses sociales sont données aux étudiants non bénéficiaires de bourses pédagogiques, orphelins, en situation de handicap ou malades, en priorisant le critère pédagogique en cas d'égalité de situation sociale. Sur la base de ces critères objectifs clairement définis, des milliers d'étudiants, même ayant obtenu le bac au premier tour, orientés parfois à des centaines de kilomètres de leur résidence habituelle, peuvent être totalement exclus du système de bourse. La seule réforme attendue est celle qui n'aura que pour finalité l'amélioration des conditions de vie et d'études et non leur dégradation. Depuis mars 2024, les bourses ne sont pas payées intégralement. Par exemple, pour un étudiant à qui on doit 5 mois de bourse, l'État, sans aucune communication préalable, ne lui paye que 2 ou 3 mois, prévoyant de lui donner le reliquat au mois prochain. Si les étudiants ne s'en sont pas plaints, c'est parce que nous sommes conscients de la situation du pays. La fonction de ministre ne confère pas un degré de patriotisme plus élevé. RFM, la radio de toute l'actualité. À l'approche de la Tabaski, les éleveurs du Sénégal se disent inquiets d'une probable ouverture des frontières et préviennent l'État sur les conséquences de cette ouverture. Ils ont organisé un forum ce week-end pour parler des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les éleveurs ont aussi dénoncé le vol de bétail et la nécessité, ils ont évoqué la nécessité de moderniser les forails. Ndeye Matidien a assisté à la rencontre à Sandiara. De l'ambiance. Et pourtant, ils ont d'énormes difficultés, disent-ils. La Tabaski, c'est dans 2 mois. Les éleveurs du Sénégal attirent l'attention de l'État sur les conséquences liées à l'ouverture des frontières. Ils le battent. Nous les interpellons. La Tabaski, c'est pour bientôt et à chaque année, l'État ouvre les frontières. Les éleveurs étrangers nous envahissent avec une concurrence déloyale. Ils sont venus des 14 régions du Sénégal pour assister à ce forum dédié au secteur. Tous disent avoir les mêmes difficultés. Ces difficultés s'ajoutent au vol de bétail. Pour ces éleveurs, il est temps que l'autorité soit plus sévère à l'encontre des voleurs. La plupart d'entre eux sont récidivistes. Bernard Latir Diom, porte-parole du président de l'Alliance nationale des éleveurs du Sénégal. Chaque année, notre pays perd 2 milliards de francs CFA. Ces chiffres sont alarmants. La modernisation des forails aussi est une doléance que Alika a posée sur la table des autorités. Il faut moderniser les forails avec les recettes générées par le secteur de l'élevage. Je m'adresse aux mairies. Nous les éleveurs, nous faisons entrer beaucoup d'argent dans leur caisse. Ces éleveurs ont beaucoup insisté sur la problématique de l'accès à l'eau pour abreuver le bétail, avant de demander au ministre en charge de l'élevage, Mabouba Diagne, de descendre sur le terrain et rencontrer les acteurs du secteur. Ndeye Matidien, Sandiara, Radio Futur Média. Le maire de Sandiara, à qui les éleveurs du Sénégal ont soumis leur plateforme, se dit sensible à ces problèmes. Alioune Ning appelle l'État à collaborer avec les mairies pour construire des usines de transformation de produits laitiers. Alioune Ning, maire de Sandiara, au micro de Ndeye Matidien. Je pense que beaucoup en ont parlé aujourd'hui. Comment faire pour avoir plus de fourrage pour le bétail. Mais aussi, il y a les problèmes d'accès à l'eau qui ont été notés. Nous, au niveau de la commune de Sandiara, c'est dans ce cadre que tous les projets que nous avons d'adduction d'eau, nous prévoyons aussi des points d'eau pour le bétail. Nous l'avons fait dans beaucoup de villages et nous allons continuer cela.
Mais aussi, effectivement, il y a un problème qui est extrêmement important pour nous. C'est comment faire pour transformer les produits laitiers au niveau du Sénégal. Et à ce niveau, nous avons fait des efforts extrêmement importants pour faire venir la laiterie du Berger qui est installée à Sandiara, une usine de 12 milliards de francs CFA qui va commencer cette année et qui travaille en étroite collaboration avec les éleveurs pour leur transformer les produits. Ensuite, nous pensons que pour aussi régler le problème de l'aliment des bétails, il faut construire plus d'usines parce qu'on a parlé effectivement de subventions, mais je pense que la solution ce n'est pas la subvention. Le problème pour nous, c'est comment faire pour produire des aliments de bétail en quantité suffisante pour pouvoir diminuer le prix. Et à ce niveau, nous avons une solution avec la zone économique spéciale que nous avons ici pour pouvoir accueillir des usines parce que nous sommes dans une zone d'élevage avec aussi, comme vous le savez, le forail de Sandiara qui a une renommée internationale. Les éleveurs nous ont demandé de transmettre leur doléance à qui de droit. Donc nous leur avons demandé de faire un mémorandum que nous allons transmettre à notre sous-préfet qui va le transmettre via préfet mais aussi le gouverneur, donc le transmettre au ministre chargé de l'élevage mais aussi au président de la République. Restons avec les collectivités territoriales pour parler de ce vieux conflit foncier à Dianamalari. Le maire de la commune de Seni Diallo a organisé une rencontre pour discuter avec les populations en vue d'une sortie de crise. Mais la réunion s'est transformée en pugilat. Ces populations réclament l'audit de la mairie et l'annulation du lotissement. La tension est très vive dans cette partie du département de Sédhiou. Bakary Conté. Le torchon brûle dans la commune de Dianamalari entre les propriétaires terriens et le maire Seni Diallo. La rencontre convoquée par le maire s'est terminée en queue de poisson. Moussa Dramé Dibalaké est le porte-parole du collectif. Lorsqu'on est venu au niveau de cette rencontre, il a dit qu'on veut ou pas, lui, il va continuer son lotissement. Les gens se sont échangés. Par la suite, il y a son grand frère qui a fait quitter un couteau, une arme blanche, pour vouloir attaquer un de notre concitoyen. C'est comme si à Dianamalari ou bien dans la région de Sédhiou, il n'y a pas de justice. La rencontre s'est terminée en queue de poisson. Dianamalari demande à la justice de faire son travail. Depuis 2014, la population de Dianamalari est fatiguée avec les autorités déconcentrées de la région de Sédhiou. Les plaintes individuelles ont été faites. Il y a eu une situation directe, ça a été fait. Depuis ce jour jusqu'à nos jours, jusqu'en 2025, ils n'ont pas dépoussiéré ces plaintes-là. Ils ont mis ces plaintes-là sur le tiroir. Souvenez-vous, depuis la venue de Ousmane Sonko, son cortège, c'est le même maire qui les a attaqués. Parce qu'il a confiance à son régime nébuleuse de Macky Sall. Les populations de Diana réclament l'annulation du lotissement et l'audit de la municipalité. Nous demandons l'annulation de ce lotissement-là. Puisque la population de Dianamalari est en train d'en souffrir. Donc nous considérons que la complicité qui est au niveau de la région, nous pensons que cette complicité doit sortir pour qu'il y ait les 3 J, le Djoub, Djoubel, Djoubanti. Merci beaucoup. Interpellé sur la question, le maire Seni Diallo déclare qu'il préfère attendre les jours à venir pour répondre. Bakary Conté, Sédhiou et Radio Futurs Médias. Allons à Bettenty maintenant où les habitants veulent que le processus de communalisation de leur village soit relancé. C'était une promesse de l'ancien régime. Bettenty a soif de développement. Le potentiel ne manque pas, mais impossible de l'exploiter sans la communalisation selon la population de ce village insulaire dans la commune de Toubacouta. Aminata Goudiaby. Lors d'un déplacement sur l'île de Bettenty, l'ancien président de la République avait promis aux habitants la communalisation de leur village. Nous sommes en 2017. Macky Sall vient présenter ses condoléances après le décès de 21 femmes de Bettenty dans un chavirement de pirogue. Le processus pour ériger ce village en commune, pourtant enclenché à l'époque, est aujourd'hui au point mort. Les habitants interpellent les nouvelles autorités. Bakary Mané, habitant de Bettenty. C'était une promesse du président de la République d'alors. Il l'a promis solennellement. Tout de suite après qu'il était parti, la procédure a été déclenchée. Les conseillers l'ont voté à 100%. Ensuite, on a transmis le dossier jusqu'au ministère. Voilà, nous n'avons pas eu de résultats jusqu'à aujourd'hui. La communalisation de Bettenty peut être une solution aux nombreuses difficultés auxquelles les habitants font face. Obtenir un papier d'état civil demeure un réel casse-tête dans ce village de la commune de Toubacouta. Bettenty est une entité insulaire, rattachée à une entité terrestre. Vous voyez, c'est tout l'équivoque. Donc, nous, on est obligés de travailler
traverser la mer, ensuite prendre la voiture pour arriver au chef-lieu de la mairie, Toubacouta. Tu dépenses plus de 5 000 francs, sans compter les conditions pénibles du voyage pour avoir un extrait de naissance. Le potentiel existe, des ressources humaines de qualité pour diriger une entité communale ne manquent pas également à Betenti, selon Bakary Mané. Il est par ailleurs le directeur de la radio communautaire locale et acteur de développement. Mais c'est un droit de poussiérer ce dossier. Nous avons les ressources humaines, sans oublier les ressources environnementales, d'autant plus que c'est une zone de pêche. Par le passé, des marches et autres sit-ins ont été initiés à Betenti pour réclamer sa communalisation. Les habitants s'étaient calmés après la promesse de l'ancien président Macky Sall. Des années plus tard, Betenti est toujours au statut de village. Une réaction des nouvelles autorités est vivement souhaitée. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le procès en appel de Dieynaba Sangaré Ndiaye, de nouveau renvoyé à la demande de la plaignante. L'affaire sera de nouveau appelée à la barre le 19 mai prochain. Dieynaba Ndiaye conteste son premier jugement. En première instance, en effet, elle avait été condamnée à 3 mois de prison ferme pour collecte de données à caractère pornographique au préjudice de son ex-époux, le docteur Alioune Badara Mbaké. 12h16 ce lundi 7 avril, journée mondiale de la santé, une journée de déclenchement d'une campagne d'1 an sur la santé maternelle et néonatale. Le thème retenu cette année, une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Le Sénégal vise un objectif de 94 décès maternels pour 1000 naissances vivantes d'ici 2028. Salimata Aou pour la synthèse du communiqué du ministère de la Santé à ce sujet. La situation de la morbidité et de la mortalité maternelle, néonatale, infantile demeure une préoccupation de premier ordre pour le Sénégal. Selon le communiqué du ministère de la Santé, d'importants progrès ont été enregistrés. Par exemple, un ratio de mortalité maternelle qui passe de 396 à 153 pour 1000 naissances vivantes entre 2010 et 2023. La mortalité néonatale qui est passée de 38 pour 1000 à 23 pour 1000 naissances vivantes entre 1997 et 2023. Et pour la même période, la mortalité infanto-juvénile a enregistré une chute très importante en passant de 139 pour 1000 naissances à 40 pour 1000 naissances. Le Sénégal ambitionne d'atteindre les objectifs de développement durable de 2030, mais il reste confronté à des défis de plusieurs ordres. Par exemple, le renforcement du système de santé à travers le relèvement du plateau technique des structures sanitaires, l'offre de services adaptés aux jeunes et aux adolescents, la redynamisation des soins de santé primaire et une réorientation de la santé communautaire. Selon toujours le ministère, l'espoir est permis avec l'ouverture des pôles mère-enfant du centre hospitalier national de Diamniadio, de Tambacounda et celui de Pikine avec une capacité litière de 150 lits, mais aussi avec le déploiement des innovations en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale avec un focus sur la prise en charge de l'hémorragie, du postpartum et de l'éclampsie. Le communiqué qui rappelle que il constitue les premières causes de mortalité maternelle au Sénégal et chez les tout-petits, la prématurité et l'asphyxie constituent les premières causes de mortalité néonatale au Sénégal. Illustration de ces chiffres dans l'une des régions les plus affectées, Kédougou. Légère baisse du nombre de décès maternels et néonatals à Kédougou, de 21 décès en 2023. Le nombre est passé à 11 en 2024. Le recours tardif aux soins explique en partie ces décès importants dans cette partie du Sénégal. Écoutons le docteur Babacar Mbaye, le directeur régional de la santé de Kédougou, avec Ibrahima Djebakhaté. Si on compare 2024 et 2023, nous avons vu que, par exemple, les décès maternels ont assez diminué. Nous sommes passés de 21 décès en 2023 à 11 décès. Et c'est des décès, malheureusement, qui étaient évitables, mais vu l'accessibilité et le recours, en tout cas, tardif aux soins, effectivement, c'est des femmes qui viennent très fatiguées avec des hémorragies. Malheureusement, qu'on perd finalement. Par rapport à la malnutrition, nous avons fait des bons significatifs de 2021 à 2024, que ce soit par rapport à l'insuffisance pondérale, que ce soit aussi par rapport à la malnutrition aiguë sévère, Tous ces indicateurs-là se sont en tout cas améliorés, donc ce qui veut dire qu'on a fait des bons en avant donc, par rapport à la santé surtout de la mère et de l'enfant.
Le reste de l'actualité avec la situation actuelle du peuple palestinien qui suscite une grande inquiétude au sein de l'association Rassemblement islamique du Sénégal Al-Wahda. L'organisation dénonce vigoureusement le silence des instances internationales devant ce qu'elle appelle un génocide. Afin de marquer leur solidarité, un rassemblement de soutien aux Palestiniens est prévu le 13 avril prochain à Dakar. Écoutons le docteur Koutoubo Gassama, président du comité préparatoire du 4e congrès du Rassemblement islamique du Sénégal, avec Fatou. Sur le plan international, effectivement, il y a la question palestinienne qui est préoccupante. Dans ce cadre, d'ailleurs, il faut rappeler que notre mouvement est l'un des pionniers dans l'organisation des manifestations de soutien au peuple palestinien. Et dans cette perspective, le dimanche 13 avril, Inch'Allah, se tiendra une grande manifestation à Dakar de soutien au peuple palestinien. Je rappelle que notre mouvement est partie prenante de l'Alliance nationale de soutien à la cause palestinienne. Le peuple martyr de la Palestine, dont aujourd'hui il est évident que c'est un génocide qu'ils subissent, et nous appelons toute la communauté internationale à s'unir, à faire bloc pour arrêter effectivement cette injustice, ce génocide, mais aussi à promouvoir le droit des Palestiniens à un État souverain, un État digne, un État libre. Ça, c'est quand même un message que nous tenons à réaffirmer et qui sera réaffirmé lors de cette manifestation. Pour les acteurs politiques, un appel justement à plus de valeurs éthiques, de valeurs morales, mais aussi la vertu du travail, parce que notre cher pays, le Sénégal, se construira par nous-mêmes de la détermination, du sacrifice, du travail. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. La Confédération des États du Sahel rappelle ses ambassadeurs en poste à Alger. Une décision qui fait suite à la destruction d'un drone militaire malien par les forces algériennes. Dans un communiqué signé par le général Assimi Goïta, rendu public hier, le collège des chefs d'État de l'AES dénonce un acte irresponsable de l'Algérie et exige des explications officielles. Le communiqué a été lu par le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, le colonel-major Abdourahmane Amadou Djibo. Le collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES considère la destruction du drone des forces armées de sécurité maliennes comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES et une voie perfide de promouvoir le terrorisme ainsi que de contribuer à la déstabilisation de la région. Cet incident est d'autant plus grave qui ressort des conclusions de l'enquête que la destruction du drone a empêché la neutralisation d'un groupe terroriste qui planifiait des actes terroristes contre l'AES. Le collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES condamne avec la plus grande énergie cet acte irresponsable du régime algérien en violation du droit international et à rebours des relations historiques et fraternelles entre les peuples de la Confédération AES et le peuple algérien. En outre, le collège des chefs d'État de l'AES décide de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie. Le collège des chefs d'État de l'AES, d'une part, rappelle au régime algérien que l'éradication du terrorisme demeure une lutte existentielle pour l'AES. D'autre part, exige de lui d'adopter une posture constructive et de contribuer enfin à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre région. Au Niger, justement, arrestation d'un membre influent du JNIM. Une annonce de la télévision publique Sahel. Il a été arrêté à Tillabéri par les forces armées dans le cadre de l'opération NIA. Seydou Nourouba. L'interpellation a eu lieu jeudi dernier sur l'axe Toro-Dignami. Nous sommes dans la région de Tillabéri et cela fait suite à un renseignement ciblé. L'homme en question circulait à bord d'un véhicule suspect selon l'armée nigérienne qui qualifie cette arrestation de percée majeure dans la lutte contre les groupes djihadistes dans la zone. Selon APA News, la fouille du véhicule a permis la saisie d'une arme à feu, de plusieurs téléphones portables et de plus de 5 millions de francs CFA en espèces. D'après les premières investigations, la somme devait servir à l'achat de matériel logistique au profit des JNIM, le groupe de soutien à l'islam aux musulmans. L'exploitation des informations recueillies a permis de conduire à la découverte d'un jardin appartenant aux suspects dans le village de Boborgou, un site qui a été utilisé comme base logistique et point de ravitaillement
ravitaillement pour les éléments du groupe armé. Les forces de sécurité y ont trouvé des vivres, des crédits et du matériel de camouflage. Le suspect est également soupçonné d'avoir participé la veille de son arrestation à l'enlèvement de 2 véhicules de type IAS sur l'axe Makalondi-Nyakatire aux côtés d'autres membres du GINIMA. Et puis en Côte d'Ivoire, le PPACI demande la dissolution de la commission électorale indépendante. En cause, l'absence de Laurent Gbagbo sur la liste électorale provisoire. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire dit être intransigeant sur la question de la candidature de Gbagbo à la prochaine présidentielle. Plus de détails avec Gobia Yabi à Abidjan. Justin Katinan-Kone, président du Conseil stratégique et politique du PPACI, a demandé au nom du parti de Laurent Gbagbo la dissolution de la commission électorale indépendante, la CEI. Le RADP est en tandem avec la CEI pour effectuer un hold-up électoral, au risque même de compromettre la paix sociale. Mais le RADP veut par tous les moyens vouloir se préserver au pouvoir. C'est pourquoi le PPACI appelle tous les partis politiques, toutes les personnes éprises de justice dans ce pays et tous ceux qui aiment ce pays de s'associer pour demander la dissolution de la CEI. Nous demandons encore ici la dissolution de la CEI pour préserver la paix sociale, pour la remplacer par une structure moins militante. Sur la question de la candidature du président Laurent Gbagbo, nous sommes prêts à tous les combats pour ça. Notre souhait, c'est que les choses se passent conformément à la loi dans l'intérêt de la vie politique. Parce que c'est une question intransigeante chez nous. Elle est non négociable. Et nous appelons ici les militants du PPACI à montrer cette intransigeance et cette non-négociabilité sur cette question. Condamné en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison pour l'affaire dite du casse de la BCEAO, Laurent Gbagbo ne bénéficie plus de ses droits civiques, donc retiré de la liste électorale provisoire affichée le 17 mars dernier par la CEI. Cette dernière a annoncé samedi 5 avril la fin du contentieux électoral et quant à la liste électorale définitive, elle sera disponible en juin 2025. Gobia Yabi, Abidjan, RFM. Au Soudan du Sud, l'Union africaine a envoyé une équipe de médiation à Juba, la capitale. Elle veut ainsi apaiser les tensions croissantes entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar. L'Union africaine exhorte les 2 dirigeants à résoudre le conflit par le dialogue. Depuis janvier, les affrontements entre les forces gouvernementales et l'opposition ont conduit à l'arrestation de Riek Machar et de plusieurs responsables. La visite d'Emmanuel Macron en Égypte pour terminer. Le président français et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi se sont entretenus ce matin sur la situation au Proche-Orient. Ils ont été rejoints par le roi Abdallah II de Jordanie pour un sommet consacré à la situation à Gaza. Merci beaucoup, Georges Détier Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la politique sanitaire du Sénégal. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Et pour ce faire, nous serons avec le docteur Omar Guindo, chef de la division partenariat à la direction de la planification, de la recherche et des statistiques au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et avec le professeur Ibrahima Seck, chef du département de santé publique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. RFM Sport. L'actualité des sports. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. Jour de qualification pour les Lions U17 au Maroc. Une double qualification en ligne de mire pour l'équipe nationale du Sénégal aujourd'hui. Les U17 d'abord vont vouloir gagner face à la Somalie pour valider leur qualification à la prochaine Coupe du Monde, mais également la qualification pour les quarts de finale. Comment les attaquants qui ont été pointés du doigt depuis le début du tournoi ont préparé cette rencontre sur le Tchad. Un match décisif pour les Lionceaux du Sénégal face à la Somalie aujourd'hui. Vu les enjeux de cette rencontre, Etienne Mendy, écarté du terrain depuis son arrivée, a repris les entraînements avec le groupe depuis hier. Il reste confiant et pense aider son équipe. C'est à la disposition du coach et le médico. Je vais jouer pour le collectif de l'équipe et Inch'Allah, Inch'Allah, na gën a jàppale équipe pour ñu mën a gagner. Parce que Inch'Allah dañ koy jàppee comme yeneen match yi rek parce que Somalie équipe la comme yeneen équipe yi. Newul comme si ñun ñooy mën match bi L'attaquant de Génération Foot, Abdourahmane Mbodj, va dans le même sens et dit savoir ce que le staff attend des attaquants. Match contre Somalie, ñoo koy fanaanoo di koy yeewoo ñun dañuy ñëw pour jël suñuy 3 points
mu yomb ak mu naqar ñun yi ñoo jël suñu 3 points parce que ñun xam nañu lu war on reste focus sur ce 3e match pour aller vers la victoire. Abdourahmane Mbodj rassure les Sénégalais. Sénégal yëpp ñu ñuy xaar pour ñu soxew même ñun bu ñu joué match ba pare ñun xam nañ ñun loolu moo tax ñu teg na fa dugal kon donc on va faire tout pour marquer. Sénégal-Somalie, un match à double enjeu, la qualification pour les quarts de finale et le ticket pour le mondial de la catégorie. Soda Thiam, El Jadida, Maroc, Radio Futur Média. Dans la poule du Sénégal, la Tunisie occupe la première place avec 4 points, suivi du Sénégal 4 points également. Mais la Tunisie a marqué 3 buts alors que le Sénégal en a marqué qu'un seul. La Gambie arrive à la 3e place avec 3 points plus 3. La Somalie est déjà éliminée. Dans les autres rencontres, à noter Angola face à la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire défiera le Mali. Les arbitres sénégalais ne seront pas de la Coupe d'Afrique U20. La décision a été prise par la Commission centrale des arbitres sur la liste qui a été publiée hier sur les réseaux et sur le site de la Confédération africaine pour annoncer les 56 arbitres retenus pour officier à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20 prévue du 26 avril au 18 mai prochain en Égypte. Il n'y a aucun arbitre sénégalais. Lutte avec frappe, l'heure est au bilan après le gala du 4 avril. Le premier gala organisé après la prise des nouvelles mesures pour réorganiser et réglementer l'organisation des combats de lutte. Que faut-il retenir de l'application de ces nouvelles mesures? Écoutons l'analyse de Abdoulaye Dembélé. L'objectif, c'était de voir est-ce que les nouvelles mesures prises étaient applicables sur le terrain. Donc je pense que l'objectif sur le plan du timing, ça a été respecté parce qu'on avait dit que le grand combat devrait être sifflé au plus tard à 18h30. Nous avons vu que bien avant 18h30, tous les 10 combats ont été tenus dans un délai très très raisonnable. J'ai vu beaucoup d'acteurs de la lutte décrier le fait qu'on n'avait pas beaucoup vécu de ce qu'on appelle les petites astuces culturelles. C'est-à-dire que les chorégraphies, les débats, comme on peut le dire, c'est-à-dire les pratiques mystiques qui étaient visibles parfois et qui étaient très très intéressantes et que les acteurs de la lutte aimaient avoir. Donc parce qu'il y avait un timing à respecter, que beaucoup de choses n'ont pas été réalisées sur ce plan-là. Nous avons vu également qu'il y a eu des lutteurs qui étaient venus en retard, qui n'ont pas pu exécuter leur chorégraphie. Comme on le dit très souvent dans ce milieu de la lutte, beaucoup ils sont intéressés par les chorégraphies de chaque lutteur. Donc sur ce plan-là, ça veut dire qu'il faudrait réfléchir davantage, approfondir la réflexion pour voir ce qu'il faudrait laisser, ce qu'il faudrait améliorer et voir comment aller dans le sens d'avoir une belle pratique de la lutte sénégalaise avec une belle pratique de nos coutumes culturelles, etc. À noter, Suleiman, qu'une réunion d'évaluation se tient actuellement avec les responsables de l'organisation du gala du 4 avril. Et bien sûr, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Merci, Malal Junior Diagne. La presse du jour passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Sujette à une salve de critiques après la publication de son rapport, la Cour des comptes solde ses comptes. Le président de la Chambre de discipline financière contre-attaque vigoureusement 2 mois après seulement la publication de ce rapport sur la situation des finances publiques, relève Vox Populi. Selon le magistrat, la Cour est une institution indépendante et elle assumera jusqu'au bout ce statut. On ne permettra à personne de s'immiscer dans le travail des magistrats et de rappeler qu'un président de la République a failli dissoudre la Cour à cause de son indépendance. Sur le principe de la contradiction, Aliou Niane affirme qu'il a été respecté avec les administrations qui ont produit les données. Le rapport a été signé aussi pour Point Actu. Le magistrat Aliou Niane démontre tout ce qui a été dit dans le dos de la Cour. Enquête parle de vérité crue du magistrat. La Cour se lave à grande eau, pointe de son côté le journal L'As. À la une des journaux aussi, cette guerre entre Pastef et Ousmane Diagne, le courant continue-t-il de passer encore ou alors il y a une friture sur la ligne? Ce matin, même si les journaux n'actent pas la rupture, beaucoup constatent un malaise entre les deux. Walfadri rappelle qu'il a été jeté en pâture par son propre camp. Sur les lenteurs de la justice, les pacifiants ne l'ont pas loupé à l'Assemblée nationale, relève encore le journal. Ousmane Diagne ne se hâte pas à leur goût pour coffrer les opposants. Les quotidiens notent que pour le moment, le magistrat refuse de s'aplatir devant les pacifiants. Il n'abdique pas
ça, il tient tête même, relève le journal. Qu'on ne compte pas sur moi pour exercer la moindre pression sur les magistrats du siège, a-t-il soutenu. Mimi Touré rétorque qu'il va falloir alors trouver un compromis entre le temps de la justice et le temps des citoyens. La justice est une autorité judiciaire, pas une autorité de justice, disait Ousmane Sonko. Il appartient aux Sénégalais de mettre la pression sur la justice pour qu'elle fasse son travail, rapporte encore textuellement le confrère qui reprend là les propos du président de la République lors de son face-à-face avec la presse. Direct News de se demander si l'on n'allait pas tout droit vers le divorce entre Ousmane Diagne et les Pacifiens, ou plus exactement vers le clash entre Ousmane Diagne et Diomaye Faye. Car en vérité, comme l'écrit le journal, Diomaye a décidé de suivre son camp politique pour mettre la pression sur les juges. Et apparemment, Ousmane Diagne ne l'entend pas de cette oreille. Le magistrat n'a pas envie de se mouiller. Le directeur de la Société nationale de recouvrement, en tout cas, ne mâche pas ses mots dans l'Observateur. Les propos de Diomaye, selon lui, s'adressent directement au ministère de la Justice, ministère que dirige Ousmane Diagne. Il doit poser des actes forts pour accélérer la marche de la justice, a dit encore Babacar Ndiaye. L'APR, l'Alliance pour la République, le parti de Macky Sall, a répliqué aux attaques à peine voilées de Diomaye contre Macky Sall sur, je cite, des manigances, des manœuvres pour déstabiliser le régime en place. L'APR dénonce en tout cas des propos malveillants, insinuations inqualifiables, manque d'élégance, de retenue. Mais Pape Malick Ndour a répondu hier. Il s'en est suivi un duel à mort par procuration entre Pape Malick Ndour et Waly Diouf Bodian. Le journal Source A rapporte la guéguerre. Mansour Faye lui aussi est revenu sur la façon de concevoir le pouvoir de Diomaye, son inertie. Dans le même journal, l'ancien ministre Tans Diomaye, selon lui, en disant qu'il veut plus de pouvoir pour les déchets, plus de pouvoir pour les ministres, plus de pouvoir pour le Premier ministre, un Premier ministre super fort même, il abdique, note toujours Mansour Faye, repris par Source A. Commentaire de sucré salé du quotidien. En fait, Diomaye ne veut pas travailler, c'est un fainéant, dit encore le commentateur. Et puis sport pour boucler, CAN U17 Sénégal Somalie ce lundi à 19h à Al Jadida. Nul pour le mondial. Le journal Sud note que l'équipe nationale du Sénégal amorce son virage décisif ce lundi avec le duel qui l'oppose à l'équipe de la Somalie pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de poule de la CAN U17, accrochée par la Tunisie 0 but partout et reléguée à la deuxième place. Les Lionceaux ont besoin de match nul pour valider leur qualification en quart de finale. Note la publication. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 12h37 minutes dans quelques secondes. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue en ce lundi 7 avril 2025, journée mondiale de la santé. Sur le thème une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. L'opportunité pour nous de faire le point sur les politiques de santé. Un défi en quelques minutes, mais peut-être les grandes lignes avec nos deux intervenants du jour. J'accueille en le saluant le professeur Ibrahim Seck, chef du département de santé publique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour professeur. Bonjour. Nous sommes également avec le docteur Omar Guindo, chef de la division partenariat à la direction de la planification, de la recherche et des statistiques au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Bonjour docteur Guindo. Bonjour. Alors, je commence avec le professeur Ibrahim Seck pour une appréciation un peu plus globale des politiques de santé du Sénégal, mais en partant du thème de la journée mondiale de cette année, à savoir une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Revenant un peu sur le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale publié ce matin, donc à cette occasion, on voit les résultats patents, on voit l'évolution positive dans le domaine de la santé reproductive, de la santé maternelle, de la santé néonatale et infanto-juvénile. Les chiffres sont éloquents. Est-ce qu'il en est ainsi de tous les autres domaines couverts par la santé publique au Sénégal, où on est en face d'un tableau contrasté avec des zones où on a des résultats vraiment positifs et d'autres zones où il reste beaucoup de travail à faire, d'après vous, professeur? Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à la santé publique de manière générale.
Alors, le thème est un thème, à mon avis, qui est très très bien, puisque on a l'habitude de dire, dites-nous comment vous avez passé votre jeunesse, et on pourra vous dire comment est-ce que vous vieillirez. Donc, c'est extrêmement pertinent de pouvoir s'intéresser à son avenir à partir du présent. Je pense que, effectivement, quand on voit la politique sanitaire au Sénégal, on peut s'estimer heureux, puisque les chiffres nous montrent quand même une tendance évolutive qui est favorable. Quand on prend, par exemple, la mortalité, le taux de mortalité maternelle, qui est un bon indicateur de suivi des femmes enceintes, des femmes durant l'accouchement, donc la santé maternelle en général, on voit que ce taux a beaucoup reculé dans les 10 dernières années et aujourd'hui, on est presque en dessous de la barre des 300 ou 100 000 naissances vivantes. Ce taux, certes, qui a beaucoup reculé, puisque si on se dit dans les années 2000, on était presque autour de 400 et maintenant, ça a été diminué de moitié. Alors, ça montre tous les progrès qui sont en train d'être réalisés dans ce domaine. Mais il reste encore beaucoup à faire, puisque si on compare nos chiffres avec les objectifs mondiaux, on est encore loin du compte, puisque on devrait, en principe, descendre pour de 10 décès pour 100 000 naissances de compte. Donc, ouais, on est encore loin du compte. Oui, pour l'instant, on est à 153 pour 100 000 naissances, mais on vient d'une baisse, enfin, d'un pic de 396 en 2010 et bien plus les années précédentes. On était au-delà des 500, peut-être il y a une vingtaine d'années. Mais est-ce que c'est un tableau en trompe-l'œil, disons, avec des domaines dans lesquels le Sénégal performe réellement et d'autres domaines où les politiques publiques en matière de santé publique ne sont pas forcément aussi efficaces que dans le domaine de la santé reproductive, de la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile? Oui, c'est en fait, du point de vue santé quand même, il y a des chiffres qui illustrent vraiment qu'il y a des progrès qui sont en train de faits, mais comme je le disais, il y a encore beaucoup à faire. Quelques chiffres positifs, c'est que déjà vous avez le budget de la santé qui a été multiplié presque par 2, qui a connu une augmentation considérable. Vous savez que sans ressources financières, on ne peut rien faire. Autre élément positif, c'est le recrutement. Alors aujourd'hui, vous avez dans les zones reculées presque un doublement de l'effectif au niveau des postes de santé. Donc les postes de santé, vous avez les postes de santé qui ont été doublés, vous avez un infirmier, une sage-femme, et cela aussi est extrêmement important. Vous avez aussi les infrastructures sanitaires qui ont augmenté considérablement, ce qui, dans une certaine mesure, permet d'améliorer l'accès aux soins aux populations. Alors donc, mais à côté de cela, il faut dire que il y a encore des efforts à faire, tant du point de vue de la santé, du secteur de la santé, au niveau des autres secteurs, pour parler de la politique de la santé dans toutes les politiques. Alors, au niveau de la santé elle-même, je pense il y a encore des déserts médicaux qui persistent. Il y a aussi, aujourd'hui, il faut dire, le fardeau nous sommes en présence d'un double fardeau. Le fardeau lié aux maladies infectieuses, il y a aussi toujours certaines épidémies récurrentes. La rougeole est là. On est passé à un moment donné qu'on était en mesure de l'éliminer, mais on assiste à une recrudescence de cas de rougeole. Vous avez d'autres épidémies des zoonoses, etc. Mais à côté de ces maladies infectieuses, nous avons les maladies non transmissibles, qui aussi aujourd'hui est un grand problème au Sénégal et auquel il faudra faire face. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, oui. On reviendra à vous dans un instant pour le reste de votre développement. Je voudrais introduire le docteur Omar Guindo, chef de la division partenariat à la direction de la planification de la recherche et des statistiques au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Docteur Guindo, que pouvez-vous ajouter aux facteurs clés de succès des politiques de santé, parce qu'il faut le reconnaître globalement,
il y a plus de motifs de satisfaction que de points problématiques. On reviendra tout à l'heure sur des points spécifiques à caractère social, notamment les revendications des syndicats, etc. Mais au plan purement des politiques publiques de santé, quels sont les facteurs les plus déterminants que vous avez détectés dans la cohérence d'ensemble de ces politiques-là, et qu'est-ce qui explique que malgré les changements de régime, on a une certaine stabilité dans ces politiques publiques-là de santé? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer le professeur Recep, un professeur en santé publique. J'aurais les droits au sujet. Vous savez, parmi les facteurs à succès, il faudrait noter un aspect qu'on appelle la multisectorialité. Parce que vous savez que la santé, pour la prendre en compte, il ne faudrait pas seulement le prendre dans son secteur, mais tenir compte dans tous les autres sectoriels. On devrait mettre en œuvre des stratégies liées au développement des politiques publiques en faveur de la santé. Et d'ailleurs, ça me permet de vous rappeler une déclaration sur la santé dans toutes les politiques dont le professeur en a parlé à la CTP. Et cette déclaration définit la santé dans toutes les politiques comme une approche intersectorielle des politiques et qui tient compte systématiquement des conséquences et des différentes décisions. Alors, pourquoi ces facteurs de succès? C'est juste que ces politiques, tous les différents politiques publiques tiennent en compte des aspects liés aux problématiques de santé, mais également de façon à développer des synergies qui évitent les conséquences néfastes sur la santé. Donc, lorsque cette approche sectorielle a une bonne synergie, ça permet également de tenir en compte la santé dans toute sa problématique. Et c'est l'occasion de rappeler de savoir que la santé ne règle les problèmes liés à la santé que sur 11% des cas, que les 89% des problématiques de santé sont gérées par les autres sectoriels. Mais parfois, cette intersectorialité, cette multisectorialité est également une contrainte. On l'a vu, c'est une petite digression dans le domaine de l'action sociale, par exemple, pour la gestion justement des revendications des personnes vivant avec un handicap. On sait que parfois, ça retarde un peu les opérations. Oui, vous avez parfaitement raison. Ce qui fait que d'ailleurs, je pense que les autorités l'ont bien compris, parce que si on se rappelle de la stratégie nationale de développement qui parle de penser d'une santé curative à une santé préventive, c'est de renforcer la promotion de la santé. La prévention, d'abord primaire, mais surtout l'équité sociale. Donc, de tenir compte de tous ces différents déterminants. Et lorsqu'on parle de la santé dans toutes les politiques, c'est surtout l'action sur les déterminants de la santé. Et lorsque cette action agit sur ces déterminants, ça permet vraiment, en tout cas, de gérer un pilier essentiel de la couverture sanitaire universelle et d'endiguer également les problématiques liées à la santé globalement. N'est-ce pas? Je l'évoquais tout à l'heure, le tableau n'est pas tout rose. Il y a aussi beaucoup de problèmes et on ne peut ne pas parler des revendications catégorielles au niveau des travailleurs à différents échelons. Il y a les médecins, mais il y a les autres aussi. Beaucoup de revendications, comme si le secteur était plus problématique qu'autre chose. Qu'est-ce qui explique cet état de fait, cette situation, et comment faire pour que les succès obtenus au plan purement médical soient élargis, répliqués dans un champ un peu plus large, incluant les conditions de vie et de travail des agents? Voilà, je pense que peut-être c'est votre professeur. Non, à vous d'abord, et ensuite le professeur pourra revenir sur cette question et sur les développements qu'il avait entamés. C'est un problème qu'il faudrait adresser à plusieurs niveaux. Parce que vous parlez des conditions et des satisfactions par rapport à la santé. Il faut l'adresser à plusieurs niveaux, et vous avez parlé des niveaux réels. Donc, c'est un petit souci technique avec la liaison avec le docteur Omar Guindo. Professeur Ibrahima Seck, sur justement ce qu'on pourrait considérer comme un point noir un peu sur le tableau, c'est les problèmes sociaux, les revendications syndicales, les syndicats qui demandent plus de personnel, qui demandent plus de moyens, le relèvement du plateau technique, l'équité dans le traitement des agents, parfois l'augmentation des salaires, des traitements.
tout ça n'est-il pas en contradiction avec l'autre pan, c'est-à-dire le pan purement médical des politiques publiques de santé? Comment harmoniser les deux pour avoir, une évolution, un progrès harmonieux de tous les volets de notre politique de santé publique? Je pense que c'est une question pertinente. Peut-être qu'il serait plus judicieuse même d'ailleurs de la poser carrément aux autorités sanitaires directes. Mais ce que je peux en dire, c'est que c'est normal qu'il y ait des revendications par-ci et par-là, puisque c'est parce que quand ça marche, on a des exigences qui font que les gens sont encore plus exigeants. Et dans tous les cas, cela demande une bonne communication et c'est ce qu'on appelle la gouvernance, la bonne gouvernance qui doit être inclusive. Il faudrait que les autorités puissent parler avec les syndicats pour essayer donc de mieux faire marcher la machine, puisque l'un ne peut pas partir sans l'autre. C'est ce que je peux dire. Mais donc, c'est clair. Voilà. Et peut-être une dernière question sur les dernières performances au plan médical qu'on a eu ces derniers temps. Il y a les greffes, la première greffe de la moelle épinière, il y a les premières greffes du rein, mais il y a aussi d'autres opérations assez spectaculaires qui ont été réalisées par des professionnels sénégalais en toute souveraineté, sans l'assistance en tout cas massive de l'extérieur. Qu'est-ce que ça dit sur l'efficacité ou la pertinence de nos politiques publiques? C'est le résultat de quoi? Oui, non, je pense que c'est le résultat donc j'allais dire de l'engagement et aussi ça traduit la qualité donc de l'école sénégalaise. Mais je voudrais dire que sur le plan de la santé publique, alors c'est vrai que c'est une grande prouesse d'arriver à instaurer au niveau national justement cette greffe rénale ou bien greffe de la moelle osseuse. Mais je pense que le plus important, c'est de mettre un accent vraiment sur la prévention. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé l'a bien compris d'ailleurs, puisqu'il vient récemment de valider sa lettre de politique sectorielle et il y a une réforme en cours qui voudrait justement qu'il y ait 4 programmes qui soient désormais mis en œuvre. Il y a le programme de pilotage, le programme basé sur l'offre de soins, mais il y a aussi le programme sur la protection sociale et surtout le programme sur la promotion et la prévention. Puisqu'en réalité, le grand combat, c'est pas tant de pouvoir arriver à faire une greffe rénale, mais c'est de pouvoir, en amont, justement, éviter qu'il y ait des insuffisants rénaux qui puissent arriver à un stade terminal où on sera obligé de faire une greffe rénale. Merci. Pense que, voilà. Merci, professeur Ibrahima Seck, chef du département de santé publique à l'UCAD. Merci également au docteur Omar Guindo et toutes nos excuses pour le problème technique qui nous a empêchés de poursuivre la discussion avec lui il y a un instant. Je rappelle qu'il est le chef de la division partenariat à la direction de la planification, de la recherche et des statistiques au ministère de la Santé et de l'Action sociale. On vous retrouvera tous les deux dans la version Wolof de ce débat. Pour l'instant, à 12h52, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Chef d'édition Awambaye, à la mise en onde Abdoulaye Diop, à la production Alioune Ba. À 13h, vous avez rendez-vous avec le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur la RFM.